vers la porte de Montreuil, je vois des petits camions, des voitures et tout ça, puis ça bougeait dedans. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Ben, ils vivent dedans tout simplement. J'ai remarqué aussi en me baladant dans Paris, les gens qui vivent sur le trottoir, quoi, des familles entières avec les gosses et tout. Je me dis, c'est monstrueux. Moi j'avais vu ça en Bolivie, des femmes qui vivaient avec leurs gamins sur le trottoir, ça me choquait. Mais il y a aussi de la misère en France. Il y a des gens qui vivent dans des squats, qui l'ont pas choisi. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Y compris à Saint-Étienne, y compris sous les arcades de l'hôtel de ville, des gens qui sont à la rue, qui dorment à la rue, avec y compris des enfants en bas âge. C'est un peu des gens invisibles qu'on s'en rend compte par une odeur, par un état, par plein de choses dans le métro, mais qu'on va juste croiser. Ce que je trouve hyper choquant, en fait, c'est le regard que les gens ont, mais que même moi j'ai, qui est finalement hyper habituée à ce genre de situation qui devrait nous choquer plus qu'elle ne le fait en fait. Une partenaire sénégalaise à qui nous voulions montrer notre accueil de jour nous a dit deux choses. De la pauvreté comme ça, il y en a chez moi. Mais une misère morale comme ça, je n'en avais jamais vu. Il y a un pays qui est en crise, on voit une vague d'immigrants arriver et on les voit arriver sans rien. On a vu des enfants arriver avec un sac plastique, avec une culotte, un t-shirt dedans. Et on voit des enfants accompagnés de leurs parents qui cherchent à manger dans les poubelles et je trouve ça assez inquiétant. En Colombie, quand on voit des enfants dans les rues, dans les feux, on voit énormément d'abus. En pleine année scolaire, tu vois des enfants en fait, qui sont en train de vendre alors qu'ils devaient être à l'école. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment choquant. Donc je reviens à peine de Gaza, il y a 2 semaines. Nous avons visité une famille avec 32 membres qui étaient dans presque un taudis, j'allais dire, parce qu'il n'y avait qu'une petite tôle comme toi, des animaux vivant avec eux, très sales à l'intérieur. Ce qui m'a choquée, c'est un film qui s'appelle Terra Firma, qui retraçait le parcours de réfugiés éthiopiens. Ce qui avait encore de plus choquant, c'était la réaction aussi des Siciliens, notamment les pêcheurs, croisaient des clandestins en train de se noyer parce que souvent ils ne savaient pas nager et qu'ils ne les sauvaient pas. C'était en Inde, j'ai vécu 1 an là-bas. C'était de voir quelqu'un de mort dans la rue, près d'un arrêt de bus, et des personnes qui étaient juste à côté et qui ne le regardaient pas. Quand on a des producteurs de denrées alimentaires qui n'arrivent même pas à se nourrir. Là, il y a des traités de libre-échange qui sont signés, qui vont mettre complètement à terre certaines agricultures paysannes, par exemple la production de lait, là, je pense à ça, et qui vont imposer qu'il y ait certaines normes qui soient respectées, et c'est une façon de tuer indirectement toutes les productions paysannes. Au Cameroun notamment, il y a beaucoup de personnes qui dorment à famille, qui s'alimentent, je veux dire, de façon assez aléatoire, certainement. En Haïti, l'eau est polluée par les déchets. Les déchets, quand il y en a trop qui ne sont pas ramassés, ils sont brûlés. Donc il y a vraiment un effet toxique qui se répand. Au Togo, nous avons encore un gros taux de décès pour les femmes qui accouchent. Sur 100 000 enfants qui naissent, on a 350 femmes qui meurent par an. De nombreuses personnes en situation de précarité et de pauvreté, même des personnes qui ont le RSA, qui ont beaucoup de difficultés pour l'accès aux soins. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont on est dans de la survie aujourd'hui avec le RSA. Les gens sont dans de la survie et sont de plus en plus obligés de faire des arbitrages entre des besoins élémentaires, se soigner ou se loger, se soigner ou manger. Il y a de plus en plus de migrants évidemment qui sont accueillis. Les conditions physiques, morales des gens vraiment de plus en plus détériorées et vraiment à des niveaux de soins psychiatriques aujourd'hui très, très difficiles. On dit souvent qu'il y a toujours eu des inondations au Bangladesh. C'est vrai que c'est un pays qui est propice, etc. à ça, mais l'accélération est assez incroyable et les dégâts sont de plus en plus importants et les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes, ce qui est pas normal. En période de mousson, il est normal qu'il y ait des inondations. De là avoir de l'eau jusque-là, non. Le nord du Mali, une rudesse du climat qui fait qu'il y a des sécheresses. Donc pour boucler sur l'année, tout ce qui est denrées, mil, riz, voilà, parfois ça suffit pas, donc ils sont obligés d'acheter en plus. Le Sud Kivu, tous les fonctionnaires sont un danger pour le peuple. Il faut payer pour être soigné, il faut payer pour être jugé, il faut payer pour étudier, il faut payer pour la police, il faut payer pour les militaires. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de routes.
Et ils vivent, voilà, on viole les femmes 100 par jour encore dans l'est du Congo. Il y a la plus grande force de casque bleu au monde qui est là-bas, 17 000 hommes, et ils ne font rien. Il y a des peuples qui ont des terres très très riches en hydrocarbures, en matières premières, en richesses agricoles, et qui ne peuvent pas en profiter. Du fait bien sûr d'une corruption latente et endémique chez eux, mais aussi du fait d'un système globalisé qui permet par exemple aux multinationales de passer par des paradis fiscaux en toute transparence. Le fait de ne pas avoir accès à son identité culturelle, politique, de territoire. Je me suis rendu compte que des peuples qui n'ont pas accès à leur identité, par exemple, c'est des peuples qui meurent aussi, quoi. Teodorino Obiang-Nguema, on vient de lui saisir une quinzaine de bagnoles incroyables, sa maison avenue Foch qui fait 5000 m² avec 101 pièces, etc. Bon, ce gars-là, il se gave sur le dos de son pays, mais je me dis, mais quel appauvrissement! Il s'avilit lui aussi en pillant la richesse de son peuple. La réquisition de bâtiments, ne serait-ce que pour loger les gens quelques nuits. Une liberté de circulation pour les personnes d'aller et venir, des conditions d'égalité, d'accès aux droits pareil pour tous. Plafonner l'accès aux allocations familiales, faire que les 10% les plus riches de la population n'aient plus le droit aux allocations familiales, ce qui permettrait de les sortir pour les 10% les plus pauvres. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut vivre avec 400 € par mois quand on a le RSA. Donc je pense qu'il faut avoir un système d'impôt qui soit réformé. En taxant les transactions financières, en allant chercher l'argent là où il y en a, quoi. Si les Nations Unies étaient en capacité d'impulser, de soutenir, de développer le rôle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, lui donner plus de moyens, lui permettre d'être plus efficace dans ses interventions en direction des pays pour permettre d'offrir des véritables garanties aux populations et aux travailleurs, je pense que ce sera un élément extrêmement positif. Tant que ce ne sont pas les États qui réfléchissent, qui dégagent leur propre stratégie de développement, tant que les États restent dans l'anonymat et qui attendent les systèmes imposés soi-disant par ces grands experts et ces contrôleurs du monde, on ne va jamais s'en sortir. À l'ONU, il y a des tonnes de résolutions hyper abouties en termes de droit international, de reconnaissance de l'autodétermination des peuples, de lutte contre la pauvreté, de reconnaissance du droit des femmes, enfin, tout est écrit. Et les choses ne sont pas appliquées. Nous, ce qu'on revendique, c'est une application du droit. Au niveau du Congo-Brazzaville, transparence dans la gestion des revenus pétroliers, beaucoup de transparence sur tous les mécanismes d'aide publique au développement. L'État français doit garantir que ces entreprises françaises agissent dans la dignité, les droits de l'homme et permet le développement localement. Il faut un partenariat mondial qui consiste à annuler les dettes, qui consiste à lutter contre cette vente d'armes illégales et autres à des pays qui n'ont pas besoin d'armes, et aussi à faciliter l'usage qu'on a des échanges de personnes, de la mobilité humaine pour renforcer le processus en cours dans les pays du Sud pour pouvoir lutter contre la pauvreté, le changement climatique et autres. Cesser d'accepter de fonctionner dans ce jeu, dans ce rêve fou de la finance internationale comme elle est organisée maintenant. Les personnes en situation de pauvreté, elles ne veulent pas faire l'aumône, elles veulent pouvoir travailler et elles veulent pouvoir qu'on reconnaisse et leur culture et leur dignité et le fait qu'elles sont des personnes comme vous et moi. Dans les conseils d'administration des grandes organisations, il devrait y avoir au moins 50% des personnes concernées qui donnent leur expertise et leur point de vue et les alternatives auxquelles elles pensent, elles. C'est en permettant aux gens de s'émanciper finalement d'une action de « regardez, on va vous permettre de ne plus être pauvres », au contraire, eux qui parviennent à avoir envie de sortir de ça, qu'on va y arriver. Arrêter de culpabiliser ceux qui sont victimes. Je pense qu'il faut éveiller les consciences, tout simplement. Changer notre regard, nous les militants, nous les associations. Sensibiliser le grand public parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir être acteurs de ce changement. Je crois que c'est vous et moi qui allons pouvoir lutter contre la pauvreté. Ceux qui sont plus riches, un peu plus aisés, doivent aider ceux qui sont moins aisés. Ça passe obligatoirement par l'éducation. Parce que sans éducation, on ne peut pas prendre d'initiative. Comme solution pour moi au Cameroun, ce serait vraiment de travailler un peu plus sur le développement du secteur agricole. Donner les moyens aux femmes par l'éducation mais aussi les crédits d'être dans une action au plus près de leur vie quotidienne, au plus près de leur réalité. Une fraction seulement des sommes qui sont affectées à la publicité, aux dépenses d'armement, seront dans un système d'alerte exigeant
sur le plan de l'information. Pour moi, ce sera ça la toute première piste. Les pistes, je pense qu'elles viennent vraiment d'une coopération entre la société civile ici et une coopération avec la société civile des pays du Sud qui est de plus en plus dynamique et de plus en plus organisée et qui du coup peut permettre de faire remonter les informations, d'en faire redescendre. Se mobiliser pour que l'année prochaine, l'année d'après, les Français aient un cœur un peu plus ouvert, que le mot fraternité ne soit pas qu'un mot. Avec nos petits bras, on fait l'urgence, on essaye d'être présent et de faire un petit peu quelque chose. C'est des petits gestes, je pense des petites actions quotidiennes qui font que les gens les considèrent mieux que ça. De l'accompagnement, de la présence et de l'écoute. Tout le temps, même si c'est une petite goutte d'eau. Le choix de vivre chichement, sobrement, un peu à l'inverse de la croissance, ne soit pas un choix qui pousse la personne à devenir un délinquant. Si on n'arrive pas à désigner l'ultra-richesse comme une menace pour la survie de notre espèce et de notre planète, on passe complètement à côté de la plaque.